Yomi Denzel ne serait-il pas en train de tuer son audience sur les réseaux? Il a pris un virage à 90 degrés, il devient presque influenceur en proposant des concepts quasiment mainstream à haut niveau de production. Mais alors, pourquoi fait-il ça exactement? Est-il en train de potentiellement détruire toute l'audience qu'il a construite au cours des dernières années? Ou encore, qu'est-ce qui se cache derrière la nouvelle stratégie de Yomi Denzel? Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors, que se passe-t-il sur la chaîne de Yomi? Eh bien, quand on regarde bien, il a eu principalement 3 phases de croissance. La première, c'est celle où il a amorcé son audience de zéro, où il a commencé à se faire un nom, et là, bien entendu, il proposait des tutos de niche, très spécifiques, en l'occurrence très axés dropshipping, donc tu vois comment j'ai commencé le dropshipping, comment faire des centaines d'euros en ligne, etc. Parce que bien entendu, on va pas amorcer une audience de la même façon qu'on va en développer une qui est déjà avancée. D'ailleurs, c'est Oussama qui l'explique très bien dans une vidéo. Et souvent, ils se comparent au chapitre 10 d'un Yomi Denzel, Oussama Hamar, Antoine Blanco, avec leur chapitre 1 à eux. Mais ils voient pas comment on a tous démarré en fait. En fait, il y a trop de créateurs qui copient les méthodes des gros créateurs, alors que ça peut absolument pas fonctionner pour eux parce qu'ils n'ont pas leur crédibilité. Ensuite, seconde phase de développement de la chaîne de Yomi, il a tout simplement élargi ses contenus à toute l'industrie du business en ligne. Donc là, l'objectif, il était simple, c'était casser ses plafonds de verre pour aller toucher tout le monde. Donc il a commencé à proposer des vidéos du type interview, là il interview un milliardaire, il fait des vidéos une journée dans ma vie d'entrepreneur, comment créer une boîte à 1 milliard, etc. Là, on a même des vlogs, des formats pour créer la proximité, de l'authenticité. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'aller casser son plafond de verre. Donc c'est intéressant dans son cas, mais seulement dans le sien. Si tu commences, tu peux pas arriver et faire un vlog de toi au ski comme il le fait lui, sinon clairement ce sera pas intéressant du tout. Donc tu vois qu'il tape dans des sujets qui sont plus larges, il va également ajouter des contenus centrés sur lui, et il va également se servir de sa notoriété pour mettre des barrières à l'entrée, notamment il va interviewer des milliardaires, ce qui lui permet finalement voilà, de créer de l'autorité, de créer des contenus que les autres ne peuvent pas faire, et il va commencer à faire des contenus centrés sur lui pour vraiment consolider sa personal brand et faire en sorte que les gens s'attachent à lui. Mais encore une fois, si toi tu fais une vidéo, une journée dans la vie de Jean-Jacques qui a 30 abonnés et qui gagne 1000 euros par mois, bah clairement les gens ils s'en tapent et donc ça va flopper. Et donc on arrive à la troisième phase de développement de sa chaîne, il arrive vers un contenu pratiquement mainstream, hein, il devient pratiquement influenceur et on peut se demander si c'est vraiment un bon choix, on peut se demander si ça va pas tuer sa chaîne, pourquoi il fait ça, on va le voir dans la suite de cette vidéo. Tu vois qu'il développe des concepts du type j'ai testé le pire hôtel du monde versus le meilleur, c'est typiquement un concept qu'on retrouve dans des grosses chaînes d'influenceurs. Là il est clairement sur un contenu presque politique, hein, Trump versus Elon, qui est vraiment le président des États-Unis. Et puis il a pas mal de concepts également mainstream. Alors on voit quand même qu'il y a un lien avec l'entrepreneuriat, par exemple là, entrepreneur versus arnaqueur, qui remportera les 10 000 euros, 10 entrepreneurs s'affrontent pour 10 000 euros, convainc moi en 60 secondes, etc. Et finalement pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bah encore une fois c'est pour casser à nouveau un plafond de verre. Il l'a dit, enfin ça c'est un de ses anciens employés qui l'a dévoilé. En gros, il était à 1 200 000 abonnés au moment où il a dit ça. Aujourd'hui, je crois qu'il a 1,3 million. Et son objectif, c'est d'atteindre les 5 millions d'abonnés en 3 ans. Et forcément, comme il est sur le marché français, s'il reste dans le business en ligne, quand bien même ce serait le business en ligne de façon générale, bah 5 millions d'ici 3 ans, ça paraît quand même très très ambitieux. Donc clairement, son nouvel objectif, c'est d'aller chercher 5 millions d'abonnés d'ici 2027. Mais on peut clairement se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il a des business qui tournent très bien, il fait quand même beaucoup de vues sur une audience qui est relativement qualifiée. Donc voilà, est-ce qu'il serait pas en train de tuer sa chaîne, de prendre un énorme risque? On va voir pourquoi il fait ça exactement. Il y a 3 principales raisons, je te les donne et je te les développe juste après. La première, c'est qu'il l'a dit, il veut lancer un business qui vaut des milliards. Yomi Denzel, il a déjà fait des millions et des millions, il est très jeune, il a fait un petit peu le tour et il a bien compris que s'il veut aller chercher vraiment des milliards, eh bien il faut qu'il ait un plan un petit peu différent. On développera juste après plus en détail. Seconde raison, c'est un moyen pour lui d'introduire des barrières à l'entrée. Et troisième raison, c'est un moyen aussi d'avoir des opportunités de réseau qui sont encore plus grandes en accédant à des personnes auxquelles il n'aurait pas pu accéder de base. Alors, je développe la première raison, il veut lancer un business qui vaut des milliards. Alors on pourrait se dire, bah il a qu'à rester dans son industrie, il a déjà fait des dizaines de millions, après tout, s'il investit tout correctement, avec les effets cumulés, peut-être qu'il sera milliardaire à 50 ou 60 ans. Le problème, c'est que l'industrie du business en ligne, certes, c'est extrêmement profitable, mais c'est quand même assez fluctuant. C'est une industrie qui évolue très très vite, le niveau de concurrence monte, et puis je pense aussi qu'il n'a pas forcément envie d'être milliardaire à 50 ou 60 ans. Il a envie de le faire plus vite, et le problème, c'est que sur
l'industrie du marché du business en ligne, notamment français, ben c'est extrêmement difficile d'aller chercher des milliards, quasiment personne ne l'a fait, peut-être même personne actuellement, si on parle vraiment de business en ligne, hein, je parle pas forcément d'une boutique en ligne tout court. Et donc finalement, pour devenir milliardaire, il a un petit peu 4 options. La première, c'est d'aller conquérir le marché aux US. Le problème, c'est que c'est extrêmement risqué et très très difficile. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, beaucoup de budget, ils sont meilleurs que nous au marketing, donc c'est pas une mince affaire. Donc c'est une option qui s'ouvre à lui, mais je pense pas que ce soit celle pour laquelle il va opter. Seconde option, ça va être de lancer un gros SaaS, un logiciel informatique, hein, voilà, c'est très à la mode en ce moment, il y a beaucoup de SaaS notamment liés à l'IA, et donc lancer un SaaS international. Donc moi, c'est une hypothèse que je trouve assez probable, peut-être même la plus probable, peut-être celle pour laquelle il va opter. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment même, il est en train de développer de nouveaux SaaS, donc c'est un business de valorisation, ce qui fait qu'on n'a pas forcément autant de cash flow, en tout cas à court terme, que sur un business en ligne. Par contre, ce sont des business qui peuvent très très bien se valoriser, et on a certains qui vont même se revendre jusqu'à 10 fois l'ARR. Je rappelle que l'ARR, c'est le revenu annuel récurrent, et en fait, tu peux, voilà, il y a plusieurs méthodes de valorisation, évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs, de l'industrie, de plein de choses, mais c'est tout à fait possible d'avoir un business qui se revend 10 fois sa valorisation sans même avoir besoin de lever, d'autant plus qu'il a déjà beaucoup de cash flow, donc il peut être en fonds propres, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de diluer ses parts. Donc s'il arrive à faire un SaaS qui fait 100 millions, enfin même qui fait genre 50 millions à l'année, il peut revendre ça 10 fois l'ARR, donc faire 500 millions, et après avec les effets cumulés, s'il investit bien, il peut être milliardaire beaucoup plus jeune, et il peut aussi pourquoi pas faire 100 millions à l'année quoi. Donc ça c'est une option très probable. Troisième option, c'est d'être extrêmement focus dans ce qu'il fait déjà et de miser sur les effets cumulés, de tout optimiser. C'est ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent. Yomi, c'est clairement un excellent optimisateur. Il est très très focus et on le sait dans le business, être focus a beaucoup d'avantages. Le problème, c'est que y arriver avant 45-50 ans, ça paraît quand même très très difficile. Et puis je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une industrie qui évolue très très vite, on n'est jamais à l'abri que ça se casse la gueule, donc je suis pas sûr que c'est ça qu'il a envie de faire, même si je pense à titre personnel qu'il pourrait qu'il pourrait y arriver, mais il semblerait qu'il ait réfuté un petit peu cette option, il en a parlé plus ou moins dans son permission, puis je pense aussi qu'il en est arrivé à un point où ça va bientôt faire 10 ans qu'il fait ça, il a peut-être envie aussi de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux types de business. Enfin, quatrième option qui s'offre à lui, qui est selon moi la seconde hypothèse la plus probable, ça va être de lancer un produit qui est complètement mainstream. Alors c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, le parfait exemple ce serait MrBeast qui a lancé beaucoup de choses, il a lancé ses chocolats Feastables, il y en a maintenant jusque Carrefour à côté de chez moi, il a lancé Beast Burger, MrBeast Lab qui sont des petits jouets, et lui clairement MrBeast selon Bloomberg il est actuellement valorisé 5 milliards de dollars, alors certes Yomi Denzel c'est pas non plus MrBeast, mais on a beaucoup de gens qui le font, on a Logan aussi qui a lancé Logan Paul qui a lancé Prime, une boisson qui cartonne, et je pense que c'est une hypothèse qui lui trotte à l'esprit. Et ça peut expliquer aussi qu'il ait voulu très clairement élargir l'audience, parce que quand tu fais ça, tu as clairement besoin d'avoir une audience beaucoup plus large. Alors je pense pas qu'il va opter pour une boisson parce que c'est du vu et revu, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, c'est un marché assez complexe, concurrentiel, mais pourquoi pas lancer un produit mainstream, ça pourrait expliquer qu'il ait envie d'aller chercher 5 millions d'abonnés sur YouTube et de devenir mainstream. Et puis d'ailleurs ça semble intéresser, hein, je l'ai entendu pas mal de fois parler de Logan Paul, je crois même qu'ils se sont déjà rencontrés en boîte, il parle souvent de MrBeast, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Ensuite ce qu'il faut voir également, deuxième raison qui pourrait expliquer ce gros changement et cette envie d'aller conquérir une grosse audience avec des contenus à haut niveau de production, c'est que la concurrence devient extrêmement rude sur les réseaux. Et ça, il faut s'en méfier, même s'il est leader depuis un certain temps, il est déjà en place, il a du budget, il a de la stabilité, donc une solution qui peut le maintenir en haut du podium et empêcher d'éventuelles personnes de venir grappiller des parts sur lui, eh bien c'est tout simplement d'introduire des barrières à l'entrée. Et tu vois tous ces concepts là, t'as l'impression que c'est pas si difficile que ça à faire, enfin probablement un minimum quand même, mais déjà faut rassembler 100 entrepreneurs, donc ça nécessite d'avoir une grosse audience, beaucoup de contacts, de réseaux pour ramener des gens, et il offre aussi 10 000 €, bon c'est pas ce qui coûte le plus cher à mon avis pour produire ce genre de vidéo, mais très peu de gens peuvent se permettre d'offrir 10 000 € pour un seul concept de vidéo. Pareil là il teste un concept, la pire nuit d'hôtel versus la meilleure, il va dépenser 40 000 balles pour une nuit. D'ailleurs un très bon exemple pour ça c'est MrBeast. MrBeast c'est toute sa stratégie, il va investir, enfin il réinvestit tout ce qu'il génère avec ses vidéos, il a fait ça pendant très longtemps, ce qui lui permet en fait de créer des concepts que personne d'autre ne peut faire, et plus il grossit, plus il a de budget, et plus il réinvestit de budget, plus il peut créer des effets wow dans ses contenus. D'ailleurs il l'a expliqué
enfin il a expliqué toute cette stratégie dans un document qu'elle a conçu pour ses salariés, pour les aider à créer de bons contenus, et il explique que une de ses spécificités c'est de pouvoir investir des gros budgets pour directement mettre sur le carreau toute la concurrence. Ensuite, troisième raison pour laquelle Yomi Denzel pourrait vouloir élargir son audience, c'est que ça va lui apporter des opportunités de réseau encore plus grandes. Il le dit souvent, sans son audience, il en serait absolument pas là où il en est. On le sait, hein, je vais pas te le répéter, mais c'est un levier absolument énorme qui lui permet aujourd'hui d'avoir des milliardaires sur sa chaîne. Mais ce qu'on sait également, c'est que l'industrie du business en ligne, ça n'ouvre pas toutes les portes. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez réticents vis-à-vis du business en ligne. Ça peut avoir une certaine mauvaise image, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, notamment sur Sans Permission. Tu remarqueras que tous ces invités sont souvent des gens en lien avec le business, assez ouverts d'esprit par rapport à ça, mais je doute qu'un mec comme Squeezie ait envie de passer sur Sans Permission, parce que c'est très centré argent, etc. Donc ça lui ferme des portes, et le fait d'être un peu plus mainstream, je pense qu'il sait que ça va lui ouvrir de nouvelles opportunités que même l'argent ne lui permet pas d'avoir. Parce qu'il faut comprendre que la notoriété te permet d'accéder à des choses que même l'argent ne te permet pas d'avoir. Et ça, il l'a bien compris. Et tu peux être aussi riche que tu veux, si, je sais pas, t'as absolument envie, je te donne un exemple au pif, hein, mais t'as absolument envie d'avoir Squeezie sur Sans Permission, bah Squeezie, il gagne déjà beaucoup de pognon, il a dit, je crois, dans dans un de ses lives qu'il se versait 300 000 par mois, enfin tout le monde sait qu'il est... Qui gagne très bien sa vie et tant mieux pour lui, et ben Squeezie, tu peux lui proposer 1 million d'euros pour qu'il vienne sur Sans Permission. Bon, déjà ce serait peut-être pas rentable pour toi de le faire, mais même si tu lui proposes, si ça lui plaît pas, il ira pas, parce qu'il gagne déjà très bien sa vie, il s'en fout de ton million. Donc, si il est extrêmement connu, par contre, ça peut intéresser beaucoup de gens, des gens même beaucoup plus riches que Yomi, pourquoi pas des milliardaires, parce que tu offres un certain niveau de notoriété, et puis les gens, il y a beaucoup de gens aussi qui sont très intéressés par la notoriété, et l'argent n'achète pas totalement la notoriété. Ça aide, hein, pour développer par exemple des gros concepts, mais voilà, la notoriété, tu l'as pas comme ça, et donc c'est une ressource qui a beaucoup de valeur, quoi. Alors, on a vu que ça pouvait avoir beaucoup d'avantages pour lui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des risques? Eh ben, je peux t'assurer qu'il y en a, il y a même des gros risques, il pourrait peut-être même risquer de tuer sa chaîne, on va développer un petit peu sur ce point. Avant ça, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu si tu veux soutenir les créateurs comme moi, me soutenir en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire. Finalement, c'est voter pour les créateurs comme moi, qui apportent de la valeur, du contenu éducatif à forte valeur ajoutée, donc je te serai reconnaissant pour ça. Et puis si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Alors, le risque en fait, c'est de développer un petit peu deux audiences en même temps sur la même chaîne. Avant, il avait une audience très axée business, où il faisait des contenus très pédagogiques, où il apportait beaucoup de valeur. Et puis là, il développe des contenus un peu plus mainstream, axés très divertissement. Et donc les gens en fait qui sont intéressés par le divertissement, ils sont pas forcément intéressés par des contenus un peu plus techniques, un peu plus business. Et vice versa, les gens qui sont là purement pour le business, ils sont pas forcément là pour le divertissement. Je pense surtout que les gens qui viennent pour le divertissement n'aiment pas forcément le business, là où des gens qui sont intéressés par le business peuvent aussi regarder du divertissement. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a un petit peu un risque de mélanger deux audiences, et ça, d'un point de vue algorithmique pour YouTube, c'est pas forcément l'idéal, parce que ça crée une potentielle baisse du taux de clic, et même une potentielle baisse du watch time, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui vont tomber sur les vidéos business, mais eux seront là sur le divertissement, donc ils vont pas cliquer dessus. Ça fait baisser le taux de clic, qui est une métrique importante pour YouTube. Puis tu as aussi des gens qui vont peut-être cliquer sur une vidéo business mais pas la regarder longtemps parce qu'ils ont cliqué dessus par curiosité, donc ça peut à court terme baisser le watch time. Mais j'ai également entendu quelqu'un qui a fait une analyse sur ça. Je vais nuancer ce propos parce que je dois te dire que ça fait 10 ans que je crée des vidéos sur YouTube et j'ai une profonde compréhension de l'algorithme, et tu vas voir qu'il y a des subtilités. L'algorithme est très intelligent et il est capable de composer avec deux audiences en même temps. Je vais t'expliquer comment. En fait, les plateformes, elles ne raisonnent plus en termes d'abonnement comme ce fut le cas il y a encore quelques années. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'abonnés mais qui font peu de vues, parce que le nombre d'abonnés ne veut plus dire grand chose. Elles vont simplement prendre chaque spectateur de façon spécifique et regarder ses intérêts. En fait, c'est pour ça que le nombre d'abonnés, voilà, je te l'ai déjà dit, ne veut plus dire grand chose, mais ce que va faire l'algorithme, c'est que pour chaque spectateur de la plateforme, il va analyser les intérêts qui lui sont propres, pour ensuite lui recommander uniquement les contenus qui l'intéressent. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que pour chaque vidéo que tu postes, l'algorithme, il va rechercher l'audience qui est spécifiquement intéressée par ta vidéo. Et même si tes abonnés ne sont pas venus pour ça de base, en fait, l'algorithme va trouver les gens qui sont intéressés par ton contenu spécifique.
Donc tu vois, l'algo il se fait vraiment un avis sur chacune de tes vidéos, il va la tester auprès de diverses audiences jusqu'à retrouver la catégorie spécifique de personnes qui est vraiment intéressée par ton contenu. En fait, il va regarder quel type de personne a tendance à regarder longtemps. Voilà, les gens qui sont globalement intéressés par ça, ils regardent pas longtemps, donc on leur montre plus. Mais ces gens-là, tiens, ils ont tendance à être intéressés, donc on leur montre plus. Et donc assez vite, finalement, ils trouvent la cible de ta vidéo, il va la montrer à ces gens-là. Ce qui fait qu'en fait, même si tu as deux types d'audiences différentes, il va assez rapidement, en tout cas sur le long terme, trouver la bonne audience. Alors, l'algorithme, c'est pas quelqu'un d'omniscient, hein, c'est pas une science exacte non plus, donc je pense que à court terme, ça peut avoir un léger impact sur ses perfs, mais pas plus que ça, et si derrière, il arrive à retrouver beaucoup de croissance sur ses formats divertissants, bah tout compte fait, il sera gagnant. Donc voilà, si ça a un impact, honnêtement, ce sera un faible impact. D'ailleurs, on le voit, si on fait la moyenne, si on prend la moyenne des vues de ses facecam, qui était un petit peu son format principal de base, et il en a fait énormément, bah si tu regardes un petit peu la moyenne de ses facecam depuis qu'il a lancé ses nouveaux concepts, il n'y a pas de différence significative, ça n'a pas vraiment baissé quoi. Alors, on a vu que d'un point de vue algorithme, vue, etc., il risque pas grand chose. Mais n'y aurait-il pas un autre risque sous-jacent, plus subtil, qui pourrait lui faire prendre pas mal de risques? En fait, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ces formats-là, ils sont beaucoup plus longs à produire, donc ça lui demande beaucoup plus d'efforts, et qui dit plus d'efforts, plus de temps, dit moins de temps à allouer pour d'autres choses, le développement de ses équipes, de ses business, etc. Ce sont aussi des formats plus difficiles à produire, qui coûtent beaucoup plus cher. Pareil, j'ai entendu un témoignage de l'un de ses ex-employés qui parlait de certaines vidéos à budget jusqu'à 40-50 000 euros par contenu. Donc c'est vraiment énorme, ça coûte beaucoup plus cher qu'une simple facecam qui finalement est relativement simple à produire. Voilà, t'as le montage, t'as le studio, mais pour moins de 1000 balles, tu tournes ta facecam quoi. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que jusqu'à présent, ces contenus-là qui coûtent plus cher, qui sont plus durs, et qui sont aussi plus mainstream, donc qui touchent une audience quand même moins qualifiée, bah pour le moment, ils font pas plus de vues que ces facecam toutes simples. Tu vois, je te montre un petit peu les vues de tous ces contenus-là. Tu vois, 96 000, 60 000, 200 000, 98 000, 500 000, 236 000, 381 000. Et quand tu regardes donc la moyenne de tous ces concepts-là depuis qu'il a commencé, on est sur 223 000 vues par vidéo. Alors qu'on est plutôt autour de 400 000 vues de moyenne pour ces facecam. Ce qui veut dire qu'il propose des concepts qui sont plus longs, plus difficiles à produire, qui coûtent plus cher, qui également attirent un trafic qui est moins qualifié parce qu'il est plus mainstream, donc a potentiellement moins de valeur business, pour au final faire moins de vues. Donc finalement, ça peut être assez dangereux de ce point de vue-là, d'autant plus que son objectif de base, c'était justement de faire plus de vues avec ses formats, en élargissant l'audience pour aller casser son plafond de verre, casser finalement la limite que propose sa niche du business en ligne, quoi. Mais tout de même, on va nuancer un peu ses propos. Parce qu'il y a aussi des choses que tu ne vois pas dans la stratégie de Yomi Denzel, des choses qui sont cachées et que je vais te dévoiler dès à présent. Donc reste bien parce que ça va te permettre de tirer des conclusions intéressantes et ça va un petit peu peaufiner ta façon d'analyser les stratégies de contenu des autres créateurs. Alors si toi t'es créateur, ça peut vraiment beaucoup t'aider. D'abord, il faut voir que son audience actuelle, elle ne regarde pas forcément les formats qu'il propose maintenant. Parce que voilà, elle est là pour le business de base. Donc c'est un petit peu normal qu'au départ, sachant qu'il a commencé quand même relativement récemment ces nouveaux concepts, c'est normal qu'il fasse un peu moins de vues parce qu'il peut pas vraiment capitaliser sur toute l'audience qu'il a construite. Donc finalement, il lui faut le temps de reconstruire une audience qui est particulièrement intéressée à ces formats. Ensuite, seconde chose, ce sont des formats relativement nouveaux pour lui. Donc forcément, qui dit format nouveau, dit habitudes différentes, façon de filmer différentes, façon de scripter différentes. Donc là, il est un petit peu en phase de testing. Il lui faut le temps de tester des concepts, des idées, d'identifier les formats qui marchent. Il lui faut également le temps de développer de nouvelles compétences, voilà, que ce soit au niveau de la façon dont il génère ses scripts, dont il rédige ses scripts, pardon, des nouvelles façons de tourner, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il lui suffit de trouver un seul format gagnant et qui est duplicable, et ça peut vraiment lui permettre de casser les scores, donc il faut lui laisser ce temps-là. Et puis aussi, il faut avoir une approche 360 quand tu analyses la stratégie de contenu d'un créateur. Parce que ces formats, ils font peut-être pas plus de vues sur YouTube, mais ça lui crée énormément d'extraits pour ces plateformes de format court que sont Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et pour le coup, ces formats-là, en tout cas les extraits qu'il poste de ces formats, ils cartonnent sur Insta et TikTok. Donc voilà, il faut vraiment voir la stratégie dans sa globalité pour vraiment voir ce que ça rapporte. En fait, on voit que depuis un certain temps, il avait un gros essoufflement sur ces plateformes de format court, notamment Instagram, où il dépassait rarement les 1000 likes sur ses Reels en format facecam.
Sachant que les facecam, c'est globalement 80% des contenus qu'ils postaient. Donc d'ailleurs, si tu prends la moyenne de ces 10 derniers Reels facecam, eh bien, ils ont fait un total de 400 000 vues, ce qui fait une moyenne de 40 000 vues par Reels, ce qui est pas énorme quand on sait que c'est Yomi Denzel et qu'il a 700 ou 800 000 abonnés sur Instagram, quoi. Et par contre, tu vois que ce concept-là, 100 entrepreneurs s'affrontent pour 10 000 euros, ça fait 200 000 vues, ce qui est pas incroyable pour Yomi, eh bien, ça a été décliné en 5 Reels qui ont fait respectivement 500, 800, 120, 200 et 200 000 vues. Ça fait un total de 1 million, enfin de 2 millions de vues grosso modo, ce qui fait une moyenne par Reels à 388 000 vues, ce qui est 9,7 fois plus de vues par Reel que ces Reels facecam. Et quand tu vois ça, tu te dis, bah ok, à chaque fois qu'il poste un Reels décliné de ces formats-là, eh ben c'est comme s'il avait posté 10 Reels facecam avant qui faisaient 40 000 vues. Voilà, je te l'ai mis là, ces 5 Reels font autant de vues que 50 Reels en facecam. Et c'est pareil sur TikTok d'ailleurs, tu vois qu'il a fait des TikTok à 1 500 000, 160 000 vues, alors que d'habitude ces facecam, tu vois, c'est du 20 000, 20 000, 7 000, 3 000, 6 000, 7 000, il fait 10-20 000 vues par TikTok, quoi. Et là derrière, tu vois que ce TikTok à lui seul lui rapporte 100 fois plus de vues qu'un TikTok qui ferait 10 000 vues comme il le fait généralement. Celui-ci 50 fois plus, celui-ci 16 fois plus, etc. Donc tu as vraiment besoin d'avoir une stratégie qui est complète, enfin une analyse pardon qui est complète pour vraiment voir si une stratégie est gagnante. Et ce qu'il faut voir également, c'est que Yomi Denzel, il est très intelligent dans sa manière de se développer et il va encore plus loin dans sa stratégie. Tu vois tous ces youtubeurs, Oussama Hamar, 150 000 abonnés sur YouTube, Antoine Blanco, 86 000 abonnés sur YouTube, Timothée Moirou, sans permission, tout ça ce sont des chaînes qui finalement travaillent un petit peu pour Yomi. Parce que tous ces gens-là, ils sont associés avec Yomi sur sa boîte Mindeo. Donc il a des parts dans chacun de ses business, il a des parts chez Antoine Blanco, il est associé avec Oussama sur Business Pro, ses formations, etc. Pareil pour Timothée Moirou. Et donc finalement, sans même qu'il n'ait à poster des contenus business sur sa propre chaîne, bah, il a toujours de l'audience business grâce à ses interventions sur Sans Permission, grâce à ses interventions sur les chaînes de ses collaborateurs, et puis aussi tout simplement parce que l'audience business elle est ramenée par Oussama, par Timothée, qui eux sont très centrés sur leur niche, et comme il a des parts sur chacun de leurs business, bah indirectement il a une audience extrêmement qualifiée. Donc tu vois que c'est très subtil sa stratégie, elle est très bien amenée. Et ce que je te propose à présent, c'est de récupérer 3 documents que je t'offre sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit. Le premier, c'est justement le process de 36 pages qui a fuité. C'est un process qui a été rédigé par MrBeast en personne, le plus gros youtubeur au monde, qu'il a offert à ses salariés pour leur apprendre à créer de bonnes vidéos. Le second cadeau, c'est les 3 meilleures stratégies pour percer sur les réseaux, notamment si tu pars de zéro parce que tu as besoin de méthodes qui sont spécifiques. C'est grâce à ces méthodes que j'ai fait plus de 100 millions de vues au total sur mes différentes plateformes de contenu. Et la troisième chose, c'est un accès à ma newsletter privée sur laquelle je partage mes meilleures stratégies et conseils pour les créateurs et entrepreneurs. Donc récupère tout ça, pense également à me soutenir avec un petit pouce bleu et en me donnant ton retour en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si tu me découvres et je te dis à la prochaine.